Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les ambitions d'Ousmane Sonko en vue de la présidentielle de 2024 au Sénégal. Le leader du PASTEF était face à ses partisans le 22 janvier à Keur-Massar. Un meeting durant lequel il a notamment adressé un message à la communauté internationale. Le démenti du Cameroun relatif à la médiation canadienne sur la crise anglophone. Dans un communiqué, les autorités ont expliqué n'avoir confié à aucun pays un quelconque rôle de médiateur en vue de résoudre ce conflit qui perdure depuis 2016. Et puis le lancement au Congo du projet d'accélération de la transformation numérique. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, les tensions diplomatiques persistent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce 26 janvier, les ministres rwandais ont livré aux parlementaires plus d'éléments après l'incident survenu quelques jours plus tôt. Mardi 24 janvier, les autorités rwandaises avaient de nouveau accusé Kinshasa d'avoir violé leur espace aérien. Des accusations énoncées par Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais. Selon ces termes, un Sukhoi 25 a violé pour la troisième fois l'espace aérien rwandais. Ce jeudi, Vincent Biruta, le ministre des Affaires étrangères, a confirmé que la défense rwandaise a tiré sur l'appareil qui est ensuite reparti à Goma en République démocratique du Congo. Un incident qui vient une nouvelle fois envenimer les tensions entre les deux pays liées à la crise sécuritaire dans l'Est congolais. La République démocratique du Congo accuse en effet le Rwanda de soutenir les rebelles du mouvement du 23 mars, le M23 qui par ailleurs aurait pris le contrôle ce 26 janvier de la ville de Kichanga. Retour sur le meeting d'Ousmane Sonko au Sénégal. Des milliers de personnes ont répondu présents à ce rendez-vous tenu le 22 janvier à Keur-Massar. Durant sa prise de parole, le maire de Ziguinchor a notamment interpellé la communauté internationale en lui demandant de raisonner le président Macky Sall avant que l'irréparable se produise. Notons qu'avant ce meeting, la justice a renvoyé son dossier relatif à l'affaire Sweet Beauty devant un tribunal criminel, cher Omar Camara. Troisième à la présidentielle de 2019 avec 15,67% de voix, le leader du PASTEF est devenu l'incontournable visage de la prochaine alternance politique de choix. Candidat anti-système, arc-bouté sur le principe sacré de la souveraineté du Sénégal, Ousmane Sonko incarne désormais le leadership d'une opposition sénégalaise déterminée face à Macky Sall. N'hésitant pas à désigner le président sénégalais comme la source principale de ses déboires judiciaires, le député sénégalais compte sur un pouvoir populaire incontestable et des meetings qui traînent des centaines de milliers de jeunes pour proclamer le rejet d'une troisième candidature du président Macky Sall. Depuis des années, Macky Sall exerce une répression systématique sur l'opposition sénégalaise et sur la société civile. Des emprisonnements, des interdictions de manifester, des exécutions extrajudiciaires. Il est temps que cela s'arrête. Je veux appeler cette communauté internationale à comprendre que les Africains ne sont plus à cette étape moyenâgeuse des années 80 où on pouvait laisser un président tant qu'il signe dans le sens des intérêts occidentaux. On peut fermer les yeux sur les exactions qu'il commet sur sa population. Le peuple sénégalais ne l'acceptera plus. Le maire de Ziguinchor rappelle que sa démarche d'un rejet de la troisième candidature à la présidentielle de Macky Sall s'inscrit dans une perspective de responsabilité citoyenne et appelle à des ralliements pouvant permettre au Sénégal d'affirmer sa réelle souveraineté. Un credo prisé par les jeunes et nouveaux votants qui constituent le cœur de l'électorat au Sénégal. Nous réclamons un parti politique souverain, une coalition qui se réclame de la souveraineté, comme tous les pays réclament leur souveraineté. Nous réclamons des patriotes, mais nous n'excluons personne. Une opposition qui semble mettre en garde le pouvoir du président Macky Sall contre toute tentative de mise à l'écart du leader du PASTEF parmi les favoris de l'élection présidentielle en 2024. Un bloc politique qui a frôlé la victoire lors des législatives de 2022 et se veut désormais garant de l'alternance politique au Sénégal.
L'actualité nous emmène également en Centrafrique, secouée ces derniers jours par une série d'attaques. Des offensives qui auraient été perpétrées par les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement. La dernière en date serait survenue ce 26 janvier près de la frontière avec le Tchad. La CPC aurait pris pour cible des combattants du groupe Wagner. La veille de cet assaut, les rebelles auraient aussi tendu une embuscade aux forces armées centrafricaines perpétrées dans le nord-est du pays. Autre offensive commise le 21 janvier dernier. L'attaque a ciblé le poste douanier de Beloko. Selon une source locale, 2 Russes et 2 civils auraient été tués lors de cette offensive. C'est un conflit qui perdure depuis 2016, alors que la crise anglophone continue de sévir dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué n'avoir confié à aucun pays un quelconque rôle de médiateur en vue de résoudre cette crise. Ce document, paru ce 23 janvier, vient ainsi démentir l'information donnée 3 jours plus tôt par la ministre canadienne des Affaires étrangères. Information selon laquelle le Canada a accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Alors que le 22 janvier 2023, le gouvernement canadien, via la ministre des Affaires étrangères canadienne, avait annoncé que le pays allait jouer un rôle de facilitateur pour une résolution globale pacifique et politique de la crise dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, le gouvernement camerounais, via un communiqué paru le 24 janvier 2023, précise qu'il n'a confié à personne le rôle de facilitateur ou de médiateur dans ce dossier. Ce dossier, selon l'exécutif camerounais, n'est confié ni à un pays tiers, ni à une entité extérieure. Pour l'exécutif camerounais, ce problème est d'abord interne et nécessite des solutions qui proviennent prioritairement des parties concernées. Il appartient d'abord au peuple camerounais, aux institutions et aux dirigeants de rechercher les voies et moyens appropriés pour la résolution des problèmes auxquels notre pays est confronté. Pour le gouvernement camerounais, l'urgence sur la crise dans les zones anglophones est actuellement portée sur la mise en œuvre des recommandations du grand dialogue politique tenu le 30 septembre 2019. Il ajoute que des efforts sont en cours pour la reconstruction des zones affectées par la crise et pour porter assistance aux populations concernées. Dans ce sens, un fonds de 11,5 milliards de francs CFA a été mobilisé par le gouvernement pour la reconstruction des régions anglophones dévastées par la crise sociopolitique, tout comme un comité national de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants de la crise anglophone et de Boko Haram est activé depuis novembre 2019. Visiblement, nous assistons là à un jeu de poker menteur entre le Canada et le Cameroun sur cette affaire de médiation assumée par l'un, mais revoquée et démentie par l'autre. Reconnaissons tout de même que c'est pour un intérêt humanitaire que le Canada veut prendre le leadership des négociations entre les parties impliquées dans cette crise. Au-delà de cette raison humanitaire, on peut aussi comprendre la position canadienne par son ambition géopolitique. Le Canada est peu présent dans les crises africaines. Les USA sont occupés à séparer la RDC et le Rwanda, alors Ottawa se sont poussés des ailes pour prendre en main une crise oubliée par la communauté internationale, celle qui mine le nord et le sud-ouest du Cameroun. Le Cameroun a toutefois, dans ce communiqué, exhorté les pays amis à rechercher, à traduire en justice ce qui, à partir de l'étranger, finance et encourage la violence dans le pays. Face à cette contradiction, la ministre canadienne des Affaires étrangères dit être en communication avec les autorités et maintenir sa volonté de soutenir les efforts de paix. Elle était en visite au Rwanda. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, s'est entretenue le 25 janvier avec le président Paul Kagame. Perspectives économiques et résilience climatique étaient entre autres au cœur des discussions. Lors de son déplacement, la directrice du FMI a également participé à une table ronde organisée à huis clos en présence notamment des ministres des Finances d'Afrique de l'Est, Frater Ndakaïsenga. La directrice générale du Fonds monétaire international est au Rwanda pour une visite de 3 jours. Ce 25 janvier, elle a été reçue par le président de la République, Paul Kagame, dans la capitale rwandaise. Kristalina Georgieva a également participé à une table ronde sur le financement du changement climatique avec les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales d'Afrique de l'Est. As a result, putting pressure on central banks. Le résultat de toutes les crises que le monde traverse actuellement est que les banques centrales ont été obligées de durcir les conditions financières en augmentant leur taux d'intérêt. Dans ces conditions, nous prévoyons une année 2023 encore plus difficile. La croissance se ralentit encore plus et ceci concerne tous les pays, mais plus particulièrement les pays à faible revenu.
low-income countries particularly hard. La visite de la directrice générale du FMI au Rwanda intervient quelques semaines après l'approbation par son conseil d'administration d'un financement concessionné de 319 millions de dollars pour soutenir les politiques d'atténuation du changement climatique dans le cadre de son nouvel instrument de soutien aux politiques, le Fonds de résilience et de développement durable, faisant du Rwanda le premier pays africain à accéder à ces fonds. Rwanda has managed access to Le Rwanda a géré très soigneusement l'accès aux ressources financières extérieures. Il s'appuie principalement sur des subventions et des prêts hautement concessionnels. Et si le niveau d'emprunt a également augmenté, il n'a pas le même impact sur la position fiscale du pays, car il est beaucoup moins coûteux de respecter les engagements extérieurs. Because it is much cheaper to serve the external commitments here. Si le Rwanda dispose d'une stratégie climatique bien avancée, il doit encore renforcer ses institutions pour atteindre et suivre ses objectifs climatiques ambitieux et mobiliser des ressources supplémentaires selon le FMI. Le pays a besoin de 11 milliards de dollars d'ici 2030, dont 6,9 milliards sont conditionnés à de nouveaux financements. Cela revient à dépenser 8,8% du PIB du pays chaque année jusqu'en 2030. Au Congo, les autorités ont lancé le projet d'accélération de la transformation numérique, un programme qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars. Objectif affiché, étendre l'accès à Internet haut débit aux zones isolées. Avec le PATN, les autorités entendent également renforcer les compétences numériques des entreprises et des agents publics. Un sujet de Deva Panzou commenté par Roberto Bogby. De la transformation numérique. En rendant opérationnel le projet d'accélération de la transformation numérique lancé par les autorités congolaises, ces derniers veulent principalement toucher les populations mal desservies par l'Internet haut débit jusqu'aux coins reculés des grandes métropoles. Prévu pour 5 ans, le PATN est financé à hauteur de 100 millions de dollars par la Banque mondiale et a pour objectif l'amélioration des capacités du gouvernement à fournir des services publics adaptés au numérique. En raison donc de la transversalité de notre secteur, le projet dédié couvre les secteurs importants, parmi lesquels les télécommunications, les postes, l'économie, l'entrepreneuriat, la santé, l'éducation, l'administration publique, la justice, l'état civil, etc. Sont annoncés pour des échéances à venir d'autres financements, soit plus de 26 milliards de francs CFA sous forme de dons et de prêts de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. De quoi apporter des réponses telles que le formulent les autorités aux besoins de développement socio-économique pour réduire la fracture numérique, la pauvreté et les disparités sociales. Il est du devoir du gouvernement de mettre en place des plans et politiques qui permettront de placer notre pays sur l'orbite du développement de manière équitable et durable, où justement le projet d'accélération de la transformation numérique que nous lançons aujourd'hui est l'une des clés de voûte. Il vise, comme le ministre l'a dit et le directeur régional, il vise à développer les infrastructures numériques de notre pays, à améliorer l'accès à Internet pour tous les Congolais. Le projet, prévu pour se mettre en place avec le concours du secteur privé, va s'étaler sur 5 ans. Une initiative sous la triple tutelle du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. L'Afrique subsaharienne comptait à elle seule 420 millions d'abonnés uniques en 2016, soit un taux de pénétration de 43%. Un taux qui a atteint les 50% en 2020, avec 535 millions d'abonnés en Afrique subsaharienne et 725 millions pour tout le continent. Dans l'actualité également, quelles avancées pour le Bénin en matière des droits de l'homme. La situation du pays était examinée de près ce 26 janvier par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Devant les membres de l'instance, le ministre béninois de la Justice, Séverin Kenoum, a fait part des progrès réalisés par le pays depuis le dernier examen datant de 2017. Le garde des Sceaux a notamment évoqué l'abolition de la peine de mort, l'introduction de la discrimination positive en faveur de l'accès des femmes aux fonctions électives ou encore le renforcement du statut de l'opposition. Malgré ces avancées notables, des
les experts des droits humains estiment que des défis demeurent. Dieudonné Dagbetolé, représentant d'Amnesty International au Bénin, a notamment exprimé son inquiétude concernant le recours excessif à la force, mais aussi sur les questions de liberté d'expression. Environ 495 000 personnes en sont bénéficiaires. Au Tchad, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil est mis en œuvre dans plusieurs régions, dont N'Djamena. Financé par la Banque mondiale, le PARCA vise notamment à améliorer l'accès des réfugiés aux services de base, un programme qui leur permet par ailleurs de subvenir aux besoins de leurs proches. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Judith Noirem, une réfugiée et mère de 10 enfants habitant au camp de Gondier depuis 2006, est un exemple réussi de réinsertion sociale. Avec l'appui des filets sociaux du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, elle vend des produits alimentaires sur les marchés locaux. Grâce à cette activité génératrice de revenus, elle réussit à subvenir aux besoins de ses enfants et à assurer leur scolarité. Grâce à l'argent que je reçois chaque trimestre, je me suis engagée dans le commerce des produits alimentaires, ce qui m'a permis de construire cette maison que vous voyez, ainsi que les meubles nécessaires. J'ai aussi inscrit mes 10 enfants à l'école et acheté leurs fournitures scolaires. Grâce à mes activités, j'ai aussi envoyé au Cameroun mon fils aîné qui est admis au baccalauréat 2022 pour ses études universitaires. Grâce à ce programme de protection sociale du gouvernement et de ses partenaires, de nombreux réfugiés et des familles de communautés d'accueil nourrissent de grandes ambitions pour leur progéniture. Les autorités veulent aussi lutter contre la pauvreté en milieu rural et encourager l'entrepreneuriat des femmes à la base. Nous faisons ce qu'on appelle les transferts monétaires non conditionnels, c'est-à-dire c'est de l'argent que nous donnons aux ménages vulnérables qui ne sont pas de l'argent qu'on demande de rembourser plus tard. C'est des ressources qu'on donne à ces ménages pour leur permettre de se prendre en charge sur le plan de consommation, soit éducation, peut appuyer leurs enfants à l'école et amener leurs enfants dans les centres de santé et les soigner. Donc nous avons ce programme des filets sociaux qui est habituellement sur 2 ans. Environ 10 000 ménages dans la province de Logon oriental bénéficient de ce programme de protection sociale du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Pour rappel, le Tchad accueille plus de 480 000 réfugiés sur son territoire et leur réinsertion sociale devient un véritable enjeu pour le ministère de la Prospective économique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.